Voici les preuves trouvées dans le téléphone de Nina Keita dans l'affaire de Jeffrey. Tout commence à New York. Nina Keita, ancienne mannequin, introduit son oncle Alassane Dramane Ouattara à Jeffrey Epstein dès 2011. Le lien entre la Côte d'Ivoire et Jeffrey Epstein n'est pas accidentel, il est structurel. Dès 2011, Nina Keita utilise sa proximité familiale pour introduire son oncle Alassane Ouattara auprès du milliardaire à New York. Mais derrière les sourires de façade, Epstein commence déjà à dicter la politique budgétaire du pays. Le Boeing 727 présidentiel, le 31 août 2011, un mail intercepté révèle une ingérence directe. Alors que la Côte d'Ivoire cherche à affréter l'avion d'Epstein, le tristement célèbre Lolita Express, ce dernier écrit à Keita « On m'a dit que ton oncle essayait d'affréter mon 727, je suggère plutôt qu'il l'achète ». Ce conseil a mené à l'achat définitif de l'appareil pour reconstruire la flotte présidentielle ivoirienne après la guerre civile. En 2015, quelques mois après la condamnation de Karim Wade à 6 ans de prison pour enrichissement illicite, Nina Keita a sollicité et obtenu de Jeffrey Epstein un prêt de 100 000 $. Ces fonds ont été versés directement sur le compte bancaire personnel de la nièce du président ivoirien dans le but d'engager la société de lobbying américaine Nelson Mullins pour œuvrer à la libération du fils de l'ex-président sénégalais. Cette transaction s'inscrit dans une relation d'influence où Epstein jouait également les entremetteurs, ayant précédemment glissé à Karim Wade que Nina Keita avait un faible pour lui. À la suite de la libération de Wade, Nina Keita a explicitement remercié le financier par écrit, le félicitant pour tout ce qu'il avait fait pour lui. Une carrière achetée par l'influence, Epstein ne travaillait pas gratuitement. En échange de l'ouverture des portes de la présidence, il a façonné la carrière de Nina Keita. Il l'a introduite dans les cercles du luxe chez Estée Lauder en 2018. Plus grave encore, il l'a connectée à Olivier Colom, conseiller du groupe Rothschild, plaçant la nièce du président au cœur de la finance mondiale. En janvier 2012, Jeffrey Epstein débarque à Abidjan pour une visite officieuse aux allures de sommet d'État. Les preuves documentaires montrent une organisation millimétrée. La suite ministérielle, Epstein n'est pas un touriste, il est logé dans la suite ministérielle de l'Hôtel Ivoire. C'est ici, entre deux coupes de champagne, qu'il reçoit des ministres ivoiriens pour discuter de projets d'investissement stratégiques. Le séjour de Jeffrey Epstein à Abidjan en janvier 2012, orchestré par sa nièce par alliance Nina Keita, a marqué l'institutionnalisation de ses liens avec le sommet de l'État ivoirien au sein de la suite ministérielle de l'Hôtel Ivoire. Dans ce cadre prestigieux, le financier a rencontré plusieurs ministres pour discuter de projets d'investissement et a noué une relation étroite avec le ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, qu'il surnommait par la suite « mon frère ». Ces échanges ont facilité des transactions stratégiques majeures, Nina Keita servant d'intermédiaire pour l'achat d'un système de surveillance israélien en 2014 et l'acquisition d'un Boeing 727 présidentiel sur les conseils d'Epstein qui privilégiait l'achat à l'affrètement. Parallèlement à ces dossiers régaliens, Nina Keita agissait comme entremetteuse personnelle pour fournir des jeunes femmes de moins de 25 ans au milliardaire, tandis que celui-ci utilisait son réseau pour favoriser la carrière de sa protégée, notamment en l'introduisant auprès de l'ex-diplomate Olivier Colom, conseiller du groupe Rothschild. Cette influence s'est étendue au dossier sénégalais par l'octroi d'un prêt de 100 000 $ versé sur le compte personnel de Keita pour financer le lobbying nécessaire à la libération de Karim Wade. Enfin, bien que son nom apparaisse plus de 1800 fois dans les documents judiciaires américains, les sources ne font état d'aucune réaction officielle de la part de Nina Keita face à ces révélations. La suite ministérielle, Epstein n'est pas un touriste. Il est logé dans la suite ministérielle de l'Hôtel Ivoire. C'est ici, entre deux coupes de champagne, qu'il reçoit des ministres ivoiriens pour discuter de projets d'investissement stratégiques. Le frère Ahmed Bakayoko, le point de bascule de ce séjour est la rencontre avec Ahmed Bakayoko, alors ministre de l'Intérieur. Entre les deux hommes, la connexion est immédiate. Epstein surnommera par la suite le ministre ivoirien « mon frère » dans leurs échanges privés. Les sources soulignent leurs affinités communes pour le luxe et les parties fines. L'espionnage d'État. En 2014, ce réseau secret accouche d'un contrat majeur, l'achat par la Côte d'Ivoire d'un système de surveillance israélien, SIGINT, pour les écoutes téléphoniques et Internet. Les documents prouvent qu'Epstein a agi comme pivot entre Nina Keita, le clan Ouattara, et l'ancien ministre israélien Ehud Barak pour sceller cet accord. Les négociations secrètes entre le clan Ouattara et Jeffrey Epstein ont abouti à un contrat majeur pour l'achat par la Côte d'Ivoire
d'un Sheila système de surveillance en Israël, dossier pour lequel Nina Keita a servi de intermédiaire direct entre son oncle et le financier américain. Ce volet technologique s'inscrit dans une collaboration plus vaste touchant à la sécurité stratégique de l'État, Epstein ayant déjà influencé d'autres acquisitions régaliennes comme le Boeing 727 présidentiel. Le volet le plus sombre de l'affaire réside dans la monnaie d'échange utilisée. Epstein ne demandait pas seulement des contrats, il exigeait des services personnels. Le système des entremetteuses, en échange de son accès illimité au gouvernement ivoirien, Epstein ordonnait à Nina Keita de lui présenter de très jolies filles à Paris et New York. Son exigence était claire dans un mail du 3 septembre 2011 « Je les préfère en dessous de 25 ans ». Complicité documentée, loin d'être choquée, Nina Keita répondait en juin 2011 « Lou Jeffrey. Je vais commencer à chercher pour la semaine prochaine alors ». Elle fournissait régulièrement des photos de jeunes femmes à sa demande. Le levier, Karim Wadé, l'influence d'Epstein ne s'arrêtait pas aux frontières ivoiriennes. En 2015, pour obtenir la libération de Karim Wadé au Sénégal, Nina Keita sollicite l'aide financière du prédateur. Une trace bancaire irréfutable montre qu'Epstein a versé 100 000 $ directement sur le compte personnel de Nina Keita. Cet argent a servi à financer le cabinet de lobbying américain Nelson Mullins pour faire pression sur le dossier Wadé. Mais ceci, vous le saviez déjà. L'enquête est formelle. De l'achat des avions présidentiels au système d'écoute de l'État, Jeffrey Epstein a eu son mot à dire sur les piliers de la République ivoirienne. Nina Keita, aujourd'hui directrice générale adjointe de la Gestosie, reste le témoin vivant de cette époque où les secrets d'État se négociaient dans l'ombre d'un criminel international. Les documents du DOJ et les enquêtes du Monde et de Dropsite News ne sont que le sommet de l'iceberg. La question n'est plus de savoir si le clan Ouattara était lié à Epstein, mais de savoir quel est le prix réel que la Côte d'Ivoire continue de payer pour ce pacte de l'ombre. Saviez-vous que pendant que le monde entier traquait Jeffrey Epstein, le prédateur sexuel le plus célèbre de la planète se pavanait dans les suites ministérielles d'Abidjan, conseillant directement la présidence ivoirienne sur l'achat de ses propres avions? Le 30 janvier 2026, la justice américaine a libéré une bombe, 3 millions de pages de documents confidentiels. À l'intérieur, un nom revient de manière obsessionnelle. Nina Keita, nièce du président Alassane Ouattara, elle n'est pas qu'une parente, elle est le pivot d'un système qui a lié l'État ivoirien à l'empire occulte d'Epstein pendant près d'une décennie. Bienvenue sur l'écoute du monde, likez et abonnez-vous pour rester au cœur de l'actualité mondiale. Tout commence à New York. Nina Keita, ancienne mannequin, introduit son oncle, Alassane Draman Ouattara, à Jeffrey Epstein dès 2011. Le lien entre la Côte d'Ivoire et Jeffrey Epstein n'est pas accidentel, il est structurel. Dès 2011, Nina Keita utilise sa proximité familiale pour introduire son oncle, Alassane Ouattara, auprès du milliardaire à New York. Mais derrière les sourires de façade, Epstein commence déjà à dicter la politique budgétaire du pays. Le Boeing 727 présidentiel, le 31 août 2011, un mail intercepté révèle une ingérence directe. Alors que la Côte d'Ivoire cherche à affréter l'avion d'Epstein, le tristement célèbre Lolita Express, ce dernier écrit à Keita « On m'a dit que ton oncle essayait d'affréter mon 727, je suggère plutôt qu'il achète. » Ce conseil a mené à l'achat définitif de l'appareil pour reconstruire la flotte présidentielle ivoirienne après la guerre civile. En 2015, quelques mois après la condamnation de Karim Wadé à 6 ans de prison pour enrichissement illicite, Nina Keita a sollicité et obtenu de Jeffrey Epstein un prêt de 100 000 $. Ces fonds ont été versés directement sur le compte bancaire personnel de la nièce du président ivoirien dans le but d'engager la société de lobbying américaine Nelson Mullins pour œuvrer à la libération du fils de l'ex-président sénégalais. Cette transaction s'inscrit dans une relation d'influence où Epstein jouait également les entremetteurs, ayant précédemment glissé à Karim Wadé que Nina Keita avait un « faible » pour lui. À la suite de la libération de Wadé, Nina Keita a explicitement remercié le financier par écrit, le félicitant pour tout ce qu'il avait fait pour lui. Une carrière achetée par l'influence, Epstein ne travaillait pas gratuitement. En échange de l'ouverture des portes de la présidence, il a façonné la carrière de Nina Keita. Il l'a introduite dans les cercles du luxe chez Estée Lauder en 2018. Plus grave encore, il a connecté à Olivier Colon, conseiller du groupe Rothschild, plaçant la nièce du président au cœur de la finance mondiale. En janvier 2012, Jeffrey Epstein débarque à Abidjan pour une visite officieuse aux allures de sommet d'État. Les preuves documentaires montrent une organisation millimétrée. La suite ministérielle, Epstein n'est pas un touriste, il est logé dans la suite ministérielle de l'Hôtel Ivoire. C'est ici, entre deux coupes de champagne, qu'il reçoit des ministres ivoiriens pour discuter de projets d'investissement stratégiques. Le séjour de Jeffrey Epstein à Abidjan en janvier 2012
orchestré par sa nièce par alliance Nina Keita, a marqué l'institutionnalisation de ses liens avec le sommet de l'État ivoirien au sein de la suite ministérielle de l'Hôtel Ivoire. Dans ce cadre prestigieux, le financier a rencontré plusieurs ministres pour discuter de projets d'investissement et a noué une relation étroite avec le ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, qu'il surnommait par la suite « mon frère ». Ces échanges ont facilité des transactions stratégiques majeures, Nina Keita servant d'intermédiaire pour l'achat d'un système de surveillance israélien en 2014 et l'acquisition d'un Boeing 727 présidentiel sur les conseils d'Epstein qui privilégiaient l'achat à l'affrètement. Parallèlement à ces dossiers régaliens, Nina Keita agissait comme entremetteuse personnelle pour fournir des jeunes femmes de moins de 25 ans aux milliardaires, tandis que celui-ci utilisait son réseau pour favoriser la carrière de sa protégée, notamment en l'introduisant auprès de l'ex-diplomate Olivier Colomb, conseiller du groupe Rothschild. Cette influence s'est étendue au dossier sénégalais par l'octroi d'un prêt de 100 000 $ versé sur le compte personnel de Keita pour financer le lobbying nécessaire à la libération de Karim Wadé. Enfin, bien que son nom apparaisse plus de 1800 fois dans les documents judiciaires américains, les sources ne font état d'aucune réaction officielle de la part de Nina Keita face à ces révélations. La suite ministérielle, Epstein n'est pas un touriste. Il est logé dans la suite ministérielle de l'Hôtel Ivoire. C'est ici, entre deux coupes de champagne, qu'il reçoit des ministres ivoiriens pour discuter de projets d'investissement stratégiques. Dans l'affaire Jeffrey Epstein et Nina Keita, la nièce du président Ouattara, il y a quelque chose qui saute au-delà même du fait qu'il dit qu'il aime les filles dessous de 25 ans. Bon, ces filles-là, c'était pour faire quoi? C'était pour travailler, c'était pour faire des massages, c'était pour faire quoi? Bon, bref, au-delà de toutes ces questions qu'on peut se poser là, il faut regarder l'aspect technique, l'aspect diplomatique, l'aspect de surveillance, l'aspect où il y a des choses techniques qui vont rentrer en matière. Parce que Jeffrey Epstein, quand même, c'est quelqu'un qui avait un réseau large, un réseau tentaculaire à travers le monde entier. D'ailleurs, depuis que ces mails sont sortis, depuis cette ouverture de dossier-là, il y a quand même des noms, des grosses personnalités, de personnes incontournables dans le monde entier qui ne font que sortir, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, que ce soit même en Afrique du Sud, en Afrique, un peu partout, il y a trop de noms qui sortent et ce ne sont pas des petits noms. Donc ça vous dit que c'est un monsieur qui a quand même un réseau très large. Après, qui ça semble se ressemble et ça c'est eux là-bas. Mais ce qu'il faut regarder de près, c'est que la Côte d'Ivoire venait juste de sortir de la crise post-électorale. Et l'approche entre Jeffrey Epstein et la plupart des autorités ivoiriennes, telles que le ministre Ahmed Bakayoko et le président même Alassane Ouattara, c'était pour acquérir des technologies très importantes. Technologies très importantes pourquoi? Pour surveiller, pour empêcher qu'il y ait des coups d'État. C'est pourquoi on dit le gouvernement de Ouattara est aussi puissant, aussi fort. Non, ce n'est pas que c'est aussi puissant, c'est parce que en fait, quand tu as peur, quand tu sens que quelque chose peut t'arriver, il faut te préparer en conséquence. Et le monsieur, il s'est prépare en conséquence depuis. Et cette révélation-là montre qu'il n'a pas dormi sur ses deux oreilles. Il n'a pas dormi les yeux fermés. Il se prépare à sécuriser son pouvoir. Peu importe ce qui va se passer, il faudrait que lui, il soit informé de tout. Et qu'est-ce qu'il finit par acquérir dans cette affaire? Le fameux logiciel Pegasus. Ce n'est pas un logiciel pour monter des vidéos. Ce n'est pas un logiciel pour monter des sons. Ce n'est pas un logiciel sur lequel on va aller regarder des fuites de vidéos. Non, ce n'est pas n'importe quel logiciel. Le logiciel Pegasus est un logiciel extrêmement puissant, extrêmement important et ce n'est pas tous les pays dans le monde qui ont ce logiciel-là. C'est un logiciel qui permet de traquer, de surveiller, de savoir qui fait quoi, à quel moment, avec qui, pourquoi. C'est un logiciel, c'est-à-dire que si tu te connectes sur un téléphone portable, faut savoir que tu es dans sa ligne de mire. On monte, on descend, ce que tu fais qui est court sera découvert et on ira en profondeur. D'après Johnny Pacheco, il y a quoi dedans? Allons en profondeur. Donc c'est là on se rend compte de la technicité. C'est-à-dire que c'est là qu'on voit qu'il y a quand même des choses qui se passent dans ce monde-là. Nous, on est là, on dort, on est dans les buzz de Whoopi, de ceci, de cela, des femmes de quelqu'un a trompé quelqu'un. Mais au-delà de ça, les autorités ivoiriennes, eux, ils cherchent à savoir qui fait quoi pour protéger le pouvoir, pour protéger les 322 462 km², en tout cas, pour protéger la classe élite ivoirienne. Parce que s'il y a un coup d'État ou s'il y a des choses en préparation, il faudrait qu'ils soient informés. Parce qu'en matière de politique, en matière de gestion d'État, il ne faut pas jouer avec l'information. Et il n'y a pas de règles de jeu officielles. Il n'y a pas de règles de jeu officielles. C'est pourquoi pendant que certains partis politiques sont en train de courir vers la raison, sont en train de courir derrière des artifices juridiques, eux, ils
se concentrent sur la technicité pour éviter des choses. Ils se préparent pour éviter des choses. Parce qu'ils se disent que si demain ils ne sont plus là, qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Donc pour éviter de répondre à cette question qui est sans doute très atroce et qui fait très peur, il faut se protéger. Il faut protéger son pouvoir. Il faut s'armer. Il faut s'équiper. Il faut se préparer. Il ne faut pas dormir sur ses deux oreilles. C'est pourquoi le monsieur il s'entoure que des gens de confiance. On peut tout dire, mais ce sont des gens de confiance qui sont là pour éviter les traites, pour éviter les balances, pour que le pouvoir soit protégé. Donc au-delà de l'affaire de Jeffrey Epstein et de toutes les bêtises qu'on peut entendre et de tous ces trucs sales et dégueulasses qu'on entend, derrière il y a une machination de préservation de pouvoir. C'est la vérité. On partage, on aime. Merci. Donc Nina Keïta, qui a trouvé des filles à ce monsieur, elle était son complice, elle voyageait avec lui, c'est donc une femme qui est complice de crimes contre l'humanité. Donc si l'ONU entérine ça au cours d'une réunion du Conseil de sécurité ou je sais pas des droits de l'homme, ça va se passer directement à la CPI. C'est-à-dire c'est une affaire qui ne sera plus jugée dans les tribunaux. C'est-à-dire si Ouattara veut, faut pas, il va ouvrir enquête, mais il va avoir une enquête internationale pour crimes contre l'humanité qui va être ouverte à La Haye. Le procureur de la CPI va se charger de cette affaire. Dès cet instant, quand le procureur prend le dossier en main, vous devez savoir une chose, les crimes contre l'humanité, ce sont des crimes qui ne prescrivent jamais. Un crime contre l'humanité est un crime à vie. Le jour où on met la main sur vous, vous venez répondre de cette affaire. Vous allez passer à la CPI, on vous met en cellule. Peut-être que les puissants de ce monde, ils vont donc pouvoir échapper, mais Nina Keïta a quel pouvoir? Comment peut-elle remplir fidèlement, mais surtout remplir efficacement ses fonctions de directrice générale adjointe de la société de stocks pétroliers, de la société qui gère les stocks pétroliers, le fonds pétrolier de la Côte d'Ivoire? Comment est-ce qu'elle peut gérer ça? Si elle doit faire des voyages à Paris, à New York, en Italie, parce que Eni vient de découvrir assez de milliards de barils, comment est-ce qu'elle va faire tout ça? Et si on se rend compte après que il y a eu des personnes ici en Côte d'Ivoire qui ont donné des filles pour qu'ils soient violés ou des petits garçons pour qu'ils soient violés, etc., alors eux aussi sont complices de crimes contre l'humanité. Donc ce n'est plus une affaire de non, ouais, on dit ouais, c'est un vieux là-bas pervers, il a fait ceci, c'est un woubi. Non, non, ce sont des crimes contre l'humanité. Violer des milliers de petits garçons et de petites filles, faire disparaître certains et certaines, c'est très grave. Donc cette affaire est en train de prendre des proportions incalculées. Et puis je vais tout à l'heure développer le volet en Côte d'Ivoire. Comment certains morts même sont arrivés. Le rôle que Nina avait auprès d'Alassane Dramane Ouattara. Et surtout, le rôle que Nina avait auprès de Jeffrey, son rôle d'intermédiaire avec entre Alassane Dramane Ouattara et tout le gouvernement même de son oncle d'Alassane Ouattara, et aussi Jeffrey Epstein et certains acteurs véreux, des hommes d'affaires véreux, qui ont vu que la Côte d'Ivoire était un pays troublé, et ils ont profité pour y faire des affaires où ils ont ramassé des milliards en vendant des technologies qui vont causer beaucoup de choses. Je vais expliquer tout ça en détail.